Salut Charlotte, ça me fait plaisir de te recevoir ici. Je rentre dans l'appartement et là, il y a 6 lits. On parle d'un petit 2 pièces de 30 mètres carrés. Je suis là avec 6 hommes. Ils ferment la porte, je peux pas sortir moi. J'avais déjà une offre qui a été acceptée. La personne est arrivée trop tard et elle voulait surenchérir. Je pensais que c'était interdit. J'ai demandé à un notaire. Il m'a dit non, c'est ok. On peut surenchérir. Trop souvent en fait, de biens qui sont vides, inoccupés. Moi, je suis entourée de personnes qui ont des difficultés à trouver une location. Pour certains, c'est plus rentable de ne pas les louer. Les Américains, ascenseur clim. Il y a pas l'ascenseur, il y a pas la clim. Ils viennent pas. L'acheteur a dit écoutez, nous vous faites passer notre offre. Je vous passe 5 000 € en chocolat, ces fameux chocolats. Il y a eu plein d'agences Stéphane Plaza qui n'avaient rien à voir avec Stéphane Plaza. Moi, j'ai travaillé dans une agence Stéphane Plaza, je ne connaissais pas Stéphane Plaza. J'ai quelques amis à moi qui ont des agences immobilières. Ils me disent Charlotte, il n'y a plus personne qui passe à l'agence. Parce que ne l'oublions pas, le bouche à oreille reste l'atout numéro 1 pour persévérer dans tout business. J'ai fait des ventes grâce à des stories. C'est exactement ce que ma collègue veut. Et je fais passer l'offre. Elle a gagné, je crois, 2000 et quelques nets par mois et elle achète un appartement à 2 millions. Salut Charlotte. Hello. Charlotte Molina, ça me fait plaisir de te recevoir ici. Surtout que c'est parti de rien du tout. C'est parti d'un café où j'étais en train de travailler et je t'entendais en train de parler d'un deal à une cliente où je savais que ça parlait d'appartement. Et du coup, je me suis retourné et on a commencé à parler un tout petit peu IMO et on s'est échangé le contact. Et au final, on a réussi à avancer professionnellement des deux côtés et franchement, une très grande découverte. Donc, ça me fait plaisir parce que symboliquement, on en est là aujourd'hui. Donc, Charlotte Molina, experte en immobilier où tu as pu faire beaucoup de transactions. Tu as pu voir beaucoup de choses dans tous les différents marchés. Donc, je t'ai invité là aussi parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont assez intéressants à entamer aujourd'hui. Ça va être notamment l'achat, la vente d'appartements, les techniques aussi pour tous les agents immobiliers qui nous écoutent, des choses par rapport aux investisseurs aussi, aux primo-accédants ou multiples accédants. Et bien sûr, squat, insécurité, on va évoquer beaucoup d'autres sujets. Ça fait une grande ligne. Mais est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter un tout petit peu au début ? C'est qui Charlotte Molina ? C'est qui Charlotte Molina ? De base, déjà, c'est une autodidacte et qui a atterri dans le milieu de l'immobilier parce que je cherchais à être mon propre chef d'entreprise, mais surtout à mettre en avant ce que je préfère le plus, c'est l'échange, la communication, le relationnel et de pouvoir fournir un service à la hauteur de ce que... j'estime un service doit être rendu et pas juste des heures. Et donc, j'ai atterri dans une agence immobilière à Agnières-sur-Seine. Okay. J'étais payée... j'étais auto-entrepreneur comme statut, mais j'étais payée une misère en termes de pourcentage. Je ne connaissais rien. Et j'avais juste un plan du secteur que je devais travailler. Donc, j'avais imprimé avec un clipboard, on appelle ça. Je n'avais même pas de carte de visite, je n'avais même pas de badge pour rentrer dans les immeubles, mais vraiment à l'ancienne. Et j'étais excitée. Et je me rappelle, je regardais chaque rue, je regardais les immeubles. Et j'étais là, dans cette rue, il va y avoir un propriétaire qui va vouloir vendre. Et j'allais frapper aux portes. Porte à porte, horrible. Porte à porte. Mais pas horrible pour moi. Okay. C'était une période, donc là, je te parle de septembre 2017 ou octobre 2017. Ou peut-être aussi parce que jeune demoiselle, donc je mettais un peu plus en confiance les gens. Mais je frappais aux portes. Les gens m'ouvraient leurs portes. On m'offrait des cafés. Ça, c'est fou. Ce qui ne se ferait plus aujourd'hui du tout. Aujourd'hui, non. Il y a eu un après-confinement. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Ce rapport comme ça à proximité, c'est plus pareil. Mais c'était à Agnières-sur-Seine, je ne sais pas, une clientèle chaleureuse. Et donc, non, tout de suite, j'ai été rapidement mise en confiance. Et au bout de 3 semaines à taper aux portes tous les jours, j'ai eu mon premier bien à la vente. Et le directeur de l'agence m'a aidé à vendre, à remplir un mandat. Puis après, au fil des années, je me suis formée. J'ai fait des formations pour vraiment être compétente et professionnelle. Mais au début, voilà comment j'ai commencé à la dure, à l'ancienne. Enfin, à la dure pour certains. Pour moi, faire du porte-à-porte, je trouve pas ça compliqué, mais je sais que pour certains, ça peut l'être. Pour beaucoup, c'est très, très dur. C'est comme beaucoup même, tu as raison. C'est comme passer des calls et des appels. Il y en a plein qui n'ont pas envie de prendre le téléphone. Je fais partie de ces gens-là. Je déteste appeler les propriétaires. Mais ça marche. Oui, mais ça marche. Moi, j'ai un collègue, il est super doué. Moi, appeler quelqu'un au téléphone, je suis nulle. Il me raccroche au nez direct. Par contre, parler à des inconnus dans la rue, regarde, toi et moi, le contact, c'est tout de suite bien passé. Ça, c'est vrai. Finalement, c'est la première technique à donner pour une personne qui commence aussi là-dessus. Déjà, le porte-à-porte, ça a un petit peu changé. Mais... Oui, mais en tout cas, parler, c'est ça, à n'importe qui, dans un café, des environnements où on se sent bien. Moi, j'aime bien les anciennes brasseries. Je vais être plus à l'aise à parler à des inconnus dans des anciennes brasseries que dans les coffee shops assez tendances, par exemple. Va savoir. Si quelqu'un, son univers, c'est le sport, je ne sais pas, qu'importe, là où il se sent bien, la technique, vraiment numéro 1 pour tout commerciaux et entre autres dans l'immobilier, parler à des gens, être soi-même.
C'est vrai, j'avais une pote qui a réussi à obtenir un deal comme ça, à une terrasse d'un café, où elle a juste tchatché avec une personne à côté. Ils échangent quelques phrases, etc. Et après, elle apprend que c'était un mec qui était assez bien placé chez Dassault. Et finalement, il avait un appartement, c'était dans la rénovation, il avait un appartement à rénover entièrement et il a pris sa carte et elle l'a fait. Ouais. Donc là, comme quoi, c'est vraiment juste à côté. Donc, tu as fait tes armes en arrivant comme ça, Oui. porte à porte. Tu commences un petit peu dans le secteur de l'immobilier. Donc là, tu as commencé à prendre de plus en plus de mandats. Oui. Tu as commencé à te faire de plus en plus la main. Donc, tu avais ce secteur-là. Tu as commencé à t'étendre aussi après dans d'autres secteurs. Comment ça s'est passé? Alors, au début, donc Agnières-sur-Seine. Et là, j'ai eu la chance, c'est que l'agence dans laquelle j'étais, elle a fermé. Et le directeur de cette agence, lui, a dit, Charlotte, je vais saisir l'opportunité pour créer la mienne. Et donc, je me suis retrouvée à même pas 1 an d'ancienneté de l'immobilier à ouvrir une agence. Okay. Une formation de malade. Ouais, incroyable. Adoré. On a formé, donc il était avec sa femme, on était un trio de choc. On bombardait 6 sur 7 du matin au soir, mais c'était très formateur pour moi. Et ensuite, je suis partie de cette agence avec qui ça se passait toujours bien, c'est des amis, parce que je voulais travailler sur Paris et j'habitais sur Paris. Et très vite, moi, j'ai eu cette soif de travailler en termes de réseau et pas d'être juste dans un petit secteur. Mais j'ai commencé comme ça après, dans le 18e, super, dans les beaux quartiers du 18e, pareil, agence familiale. Voilà, c'est très, très formateur, mais j'avais toujours eu cette envie de plus de t'étendre et de faire fonctionner ton réseau. Exactement. Et le jour où j'ai quitté le format agence, et je suis vraiment passée à mon compte, alors je travaille en termes de réseau, par exemple, là, en ce moment, la Maison Bonaparte, mais comme ça pourrait être n'importe quel autre réseau, on appelle ça des mandataires indépendants, je me suis retrouvée à vendre dans le 6e, à vendre dans le 1er, à vendre à Vincennes, tout de suite, ça a été instantané. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Bah ouais, parce qu'en même temps, tu ne te fermes pas de porte, tu es ouvert sur différents secteurs, différents marchés. Et en termes de business par rapport au marché, tu as dû voir l'évolution aussi, tout ce qui s'est passé par rapport avec le Covid, la hausse d'un taux d'intérêt. Je pense que les agents ils sont vraiment très touchés par ça. Est-ce que tu l'as ressenti du coup ? Ah oui. Des premières augmentations début 2022. Là, on s'est retrouvés d'un seul coup à avoir plein de biens à la vente qu'on n'arrive pas à vendre. Ouais. Je n'avais jamais connu ça. Ceux avec qui je travaillais n'avaient jamais connu ça. Et surtout, mais là, c'était du jamais vu, on se retrouve à devoir signer la promesse de vente chez le notaire. Ouais. Une offre a été acceptée, on est tous d'accord. Et là, tu as l'acheteur, qui a un pouvoir de position de force, qui renégocie le prix avant de signer la promesse. Non, est-ce que ça arrive souvent, ça ? Non, heureusement, ça n'arrive pas souvent. Oui, parce que tu as envie, tu te dis, franchement, tu bloques comment ça se passe quand c'est comme ça et tout le monde peut le faire, tu peux arriver et te dire, genre, tu sais que la personne est bloquée finalement, elle est pieds et poings liés pendant... Tout le monde peut le faire. Mais tu as bloqué le vendeur, tu te dis forcément, là, tu peux lui mettre un petit coup de pression, et parfois, ils n'ont vraiment juste pas le choix. Ils n'ont pas le choix, mais maintenant... Par contre, une fois que ça t'est arrivé en tant que professionnel de l'immobilier, là, aujourd'hui, de nouveau, ça fait, je ne saurais plus combien te dire, 2 semaines ou 2 mois, mais c'est récemment qu'il y a de nouveau une petite augmentation des taux. J'anticipe. Et en fait, aussi, c'est une question, c'est de bon prix. Pourquoi il y a eu ça ? Donc oui, tout acheteur peut s'amuser à faire ça. Ne le faites pas, c'est vraiment pas drôle. Vraiment, ça crée une ambiance chez le notaire. Non. Moi, avec ma collègue, ça nous est arrivé 2 fois. Donc, mais aujourd'hui, j'anticipe. C'est qu'à un moment, si on est vraiment au bon prix, non, ça ne se passe pas. Mais c'était notre première baisse des prix, première augmentation des taux et du coup, baisse des prix. Donc, c'était un peu une découverte aussi pour beaucoup d'agents immobiliers, à part ceux qui avaient 30 ans d'expérience. Pour nous tous, c'était une découverte. On apprenait. Et donc, en fait, lorsque ça arrivait, c'est pas parce qu'en fait, on était encore un petit peu trop cher et que l'acheteur, il tremble, il voit ce qu'il va rembourser à la banque et il réalise, il tremble, il dit non, en fait, je veux renégocier un peu. Et en fait, pourquoi c'est arrivé ? C'est pas parce que c'était quelqu'un opportuniste. C'est en fait, c'était une question de prix. Concours de circonstances, question de prix. Voilà, donc sur toutes les transactions, ça arrivait que 2 fois. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on parle d'offres et de négo. Est-ce que du coup, si jamais il y a 2 offres aussi qui sont faites, même un bien, tu as 3-4 offres au prix, je peux surenchérir et faire une offre un peu plus chère que le prix proposé. Alors, je vais répondre à ces questions en mettant des pincettes parce que moi-même, je n'ai pas vérifié ces textes de loi, mais j'avais échangé avec un notaire parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Un bien à Vincennes où j'ai eu 2 biens comme ça. Pardon, je rectifie. Le bien à Vincennes, c'est une autre anecdote. Un dessous de table, ça m'intéresse. Ça, j'ai bien envie de savoir aussi. C'était une autre question. Mais sur un autre bien où, en effet, alors j'avais déjà une offre qui a été acceptée. La personne est arrivée trop tard et elle voulait surenchérir. Je pensais que c'était interdit. J'ai demandé à un notaire. Il m'a dit non.
c'est OK, on peut surenchérir à partir du moment où tout est noté, etc. Donc oui, il paraît, mais à vérifier que légalement... Ça peut être envisageable. Ça Sauf peut être je pense envisageable. que, sauf s'il y a une offre, s'il y a une offre acceptée, tu peux pas. Ah bah non. Oui, et en fait, surtout, s'il y a une offre au prix, c'est là où c'est compliqué parce que offre au prix vaut vente, en fait. Il y a un mandat, il y a un accord, offre au prix. Moi, j'ai un devoir de soumettre les offres. Donc, si le financement est valide et qu'il y a une offre au prix, ça vaut vente. Donc là, surenchérir, ça c'est peut-être trop tard. Mais s'il n'y a pas une offre au prix et que quelqu'un le veut vraiment et dit, moi, je rajoute tant, apparemment, c'est possible. Tout peut être envisageable. Ouais. Et tout comme, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des gens qui ont tenté de négocier? Parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, même dans le business, ils parlent de chocolat ou de choses comme ça. Où finalement, tu te dis que tu peux... Et c'est là où aussi, j'aimerais avoir ton point de vue par rapport à ça, mais la confiance qu'on peut avoir tu vois, envers les agents, parce que tu peux te dire, je vends mon appart, mais qu'est-ce qui me dit que derrière, l'agent, il va pas aller voir l'acquéreur, discuter un peu avec l'acquéreur. L'acquéreur va dire, écoutez, vous me faites passer mon offre à ce prix-là, moi je vous donne 10 000 € en cash, et c'est OK. Enfin, comment ça se fait? Parce que ça arrive, factuellement, ça arrive. Moi, je suis une flippette, donc moi, c'est très simple. Moi, je me dis, si je fais quelque chose de bien dans la vie, il m'arrive quelque chose de bien. Si je fais quelque chose de mal, il m'arrive quelque chose de mal. Je suis d'accord avec donc moi, je suis une karma. flippette, donc c'est simple. On m'a déjà proposé, j'ai dit non. OK. Et même, pour te dire, c'est une avocate, moi, qui m'a proposé un jour. C'est quand même drôle. Waouh. Ouais, c'est lunaire. lunaire. Ouais, qui m'a posé. Comme quoi? Voilà. Je lui ai dit, merci, maître, de valoriser mon travail. Mais je préfère avoir les mains propres. Mais non, c'est pour excellent. me dire que voilà, si demain il y a Comme quoi quoi, que ce tu soit, vois, ça veut rien dire. T'as beau faire ça veut rien dire. des métiers dans le droit. Donc moi, c'est simple, le sujet, je mange pas de ce pain-là. Par contre, pour en revenir sur ce principe pour moi de base qu'on fait quelque chose de bien, il nous arrive quelque chose de bien, on fait quelque chose de mal, il nous arrive quelque chose de mal. J'ai quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui un jour l'a fait. On parlait en plus de 5 000 €. Okay. Mais du coup, c'est pas 5 000 € en plus qu'il a pris en plus comme ça. C'était dans la négociation du bien. Donc, il a fait perdre de l'argent au vendeur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu 2 offres. Okay. Et l'acheteur a dit, écoutez, nous, vous faites passer notre offre qui est un peu plus en dessous. Je vous passe 5 000 € en chocolat, ces fameux chocolats. Ils sont bons, ces chocolats. Il a fait. En retour, il lui a jamais donné les 5 000 €. Donc lui, il s'est retrouvé avec une petite honoraire, avec des petites honoraires. Il s'est retrouvé en plus, je pense que la nuit, il ne devait pas dormir bien parce qu'il a fait perdre de l'argent à son vendeur. Donc en fait, personne n'est gagnant dans ce genre d'histoire. Non. Puis pour si peu, enfin je veux dire, attention, 5 000 €, ça reste de l'argent, mais c'est un métier dans l'immobilier, on peut voir quand même, on peut s'en sortir et bien gagner sa vie. En plus, pour 5 000 €, non, il faut faire ça pour 500 000, pour le million, mais pas pour 5 000 €. Ouais, ça c'est vrai. Non, je suis d'accord. Et sur les négos, parce que là on est toujours sur la négo, est-ce que tu as des conseils aussi à donner, que ce soit côté acquéreur, quand tu vois un bien qui te plaît, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui te disent oui, faut visiter, alors faut surtout pas déglinguer le bien, faut surtout pas donner l'aspect négatif dans le bien parce que derrière on va pas vous sélectionner pour la suite, donc faut toujours le faire après. La marge de négo possible aussi, faites attention, si vous faites une offre trop agressive, ça va juste braquer l'agent qui ne voudra même pas proposer l'offre, etc. Est-ce que tu conseilles de faire plutôt ami-ami avec l'agent? Enfin, est-ce qu'il y a des petites stratégies quand tu es acquéreur et aussi côté vendeur? Peut-être on dit que le bien par exemple, faut pas le laisser trop longtemps sur le marché. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Alors, pour les acheteurs, le conseil numéro 1, montrez réellement votre intérêt. Mais vraiment, moi, j'ai eu des acheteurs qui après m'appelaient presque en pleurant parce que j'ai pas mis en avant leur offre, alors qu'ils qualifiaient super bien en tant qu'acheteur. Mais de l'autre côté, si je mets 2 couples équivalents, que j'ai un couple qui me montre, on le veut, on l'a visité 1 fois, 2 fois, parce que je demande tout le temps la seconde visite. Seconde visite, ils ont été super réactifs. On a eu le temps de parler tout des documents, des PV, des PV d'AG, des futurs travaux, des plus points. Enfin voilà, ils sont au courant de tout du dossier. Il y a une transparence totale. Ils l'ont étudié jusqu'à 23 heures. Je sens qu'ils veulent cet appartement. Comparé à ceux, même s'ils ont un meilleur pouvoir d'achat, un meilleur dossier, ils me font juste une offre et ils ne me répondent pas. Moi, aussi. Ouais, tu le sens. J'ai montré un intérêt. Et ça m'est déjà arrivé un peu trop de fois où des acheteurs, après, m'appellent presque en larmes. Mais on le voulait, pourquoi vous ne... faut me répondre. faut montrer que vous le voulez, votre appartement. Surtout qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a en face aussi. Et que parfois, en effet, tu as des personnes qui donnent tout pour pouvoir vraiment l'avoir. Et oui. Tu restes humaine. Et eux, ils vont me montrer que quoi qu'il arrive, ils vont aller jusqu'au bout et on va signer. Moi, si j'ai des gens qui ne me montrent pas ça, entre l'offre d'achat et la promesse de vente, il peut se passer 3-4 semaines. Je ne peux pas prendre le risque de faire perdre 3-4 semaines à mes clients vendeurs. Donc voilà, les acheteurs, donnez tout. Mettre de l'émotion, de la vie.
Ok, ce sera le conseil. Et en plus de rassurer sur l'aspect financement, toujours. Bah là, voilà. En ce moment, surtout, tu dois avoir beaucoup de personnes qui arrivent. T'as beaucoup de paiements. D'ailleurs, tu as beaucoup de paiements comptants ou des personnes. Moi, depuis l'augmentation des taux, j'ai jamais autant de paiements comptants. Ouais. Je fais très peu travailler les courtiers, que j'adore. Non, mais c'est vrai. C'est incroyable. Beaucoup de paiements comptants. Je pense que c'est propre à Paris. Ouais. On a quand même, en France, les Français ont pas mal d'épargne. Et lorsqu'on est dans des situations économiques qui ne sont pas rassurantes, comme c'est le cas en ce moment, les gens ne veulent pas laisser beaucoup d'argent en banque. Donc, qu'est-ce qui se passe? La grand-mère, l'oncle, la tante, je vais donner, je vais aider, je vais placer, quitte à ce qu'on achète ensemble, etc. Et ils préfèrent donner et placer dans la pierre que laisser trop d'argent en banque. Et surtout, en plus, avec Paris, qui est le microcosme parisien, où c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Et c'est aussi une des villes où on a beaucoup de personnes qui ont des virements de 100 000 € qui tombent un peu du ciel, d'héritage, quoi que ce soit. Parce que même les profils qui achètent des... Est-ce que tu as des jeunes qui achètent des biens parfois avec, je sais pas, qui ont réussi dans la crypto, dans les startups, dans les choses comme ça, etc. Les profils de ceux qui ont pas mal d'argent, c'est des gens qui sont un peu plus âgés ou tu peux avoir quand même des jeunes Alors, dans les jeunes, j'ai jusqu'à 2 millions, mais c'est pas parce qu'ils ont réussi professionnellement. Oui. C'est parce qu'il y a un héritage. Ouais. Alors, mais vraiment, vraiment. Et j'ai même une cliente un jour qui m'a dit, Charlotte, moi, tous mes amis qui se sont cassés la tête, qui ont fait des études, qui ont travaillé dur et qui gagnent 3 fois mieux leur vie que moi, ils vont en banlieue. Ils ne peuvent pas acheter sur Paris. Elle a gagné, je crois, 2000 et quelques nets par mois. Voilà, pour la moyenne des Français, c'est bien. Pour Paris, on le sait, ce n'est pas suffisant. Et elle achète un appartement paiement comptant à 2 millions. Donc voilà. Tranquillement. Elle était très gentille, elle en était consciente et c'est un fait. C'est, je pense, une majorité, moi, de ces acheteurs, on va dire la moyenne des trentenaires, entre 28 et 35 ans, où il y a quand même une aide de la famille. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas dur et qu'ils se donnent les moyens de s'en sortir, mais il y a une aide derrière. Qui arrive. Et forcément, quand on injecte un petit peu, tu arrives avec des bagages pour pouvoir faire une offre et acheter un appart. Et c'est vrai qu'en effet, Paris, c'est compliqué de se loger maintenant. Et aussi, tu me disais, on en parlait un peu tout à l'heure, mais les banlieues, tu vois qu'il y a beaucoup plus d'attrait vers les banlieues. Où c'est vrai qu'il y a une époque où les personnes, quand tu disais que tu allais en première couronne, limite, tu te donnais... Moi, je sais qu'on se donnait rendez-vous parfois avec... c'est typiquement un peu connard de parisien, mais on se donnait rendez-vous pour pouvoir aller chez la personne qui était en banlieue, comme si on allait à la campagne, tu vois. Ah oui, alors oui. que c'est vraiment une phrase de connard. Mais, je fais partie de ces gens-là. Tu vois, alors que là, aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont aller vivre, tu vois, qui charriaient les gens qui habitaient un peu plus loin en banlieue et tout, qui sont là et qui vont vivre en banlieue parce que c'est plus possible de se loger à Paris. Et t'en penses quoi, du coup, aussi parce qu'il y a pas mal de biens qui sont vides, tout simplement, où les gens ont beaucoup de pieds-à-terre. Est-ce que ça, tu le vois souvent, des personnes comme ça qui achètent pour avoir juste des pieds-à-terre, rester un mois dedans Alors, le voir souvent, oui, en fait, oui. Franchement, oui. C'est trop souvent, en fait, de biens qui sont vides, inoccupés, où je dis à mes clients, pour l'anecdote et surtout factuellement, j'ai un client une fois, il a pas mal de patrimoine, il était sur son voilier, je ne sais où, dans le monde, il me dit à quel point il avait un beau ciel bleu, etc. Et à un moment, je vais rentrer dedans. Il est très charmant, très gentil. Je lui dis, écoutez, moi, je suis entourée de personnes qui travaillent, qui gagnent leur vie, qui ont des difficultés à trouver une location ou à acheter. Ouais. Et vous avez des appartements inoccupés, à Paris, délabrés, qui du coup portent même préjudice à la copropriété parce que les murs ne sont pas chauffés, etc. Donc, j'ai dit, c'est nul. J'ai dit, si vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin de vendre, mettez-le en location. Bon, il m'a dit qu'il allait réfléchir. Ça fait 2 ans qu'il réfléchit, toujours pas fait. Mais du coup, oui, alors c'est vrai qu'il y en a un peu trop. Bon, après, il y a tout un système en France aussi où il faut les comprendre. On a une problématique du squat, même si là, il y a une nouvelle réforme, il y a une loi anti-squat, c'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un locataire qui ne paye pas son loyer, pour le faire partir, c'est compliqué. Donc, faut se mettre à leur place. Il y a aussi tout un sujet, on va dire, d'impôts, de taxes ou quoi que ce soit, où pour certains, c'est plus rentable de ne pas les louer. Donc, il y a aussi ça. Ça, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ça, nous, ça nous dépasse à notre humble niveau, mais il faut aussi les comprendre. Et je comprends complètement tous ces Français, dont j'en fais partie, ces Parisiens, à quel point c'est compliqué de trouver une location. Donc, ça, c'est un problème, en effet. On rencontre un problème. Malheureusement, à Paris. Et on verra ce que va trouver peut-être l'État pour pouvoir réussir à soulever ce problème, parce que, mine de rien, c'est vrai que les gens n'arrivent plus à se loger. Et en même temps, il y a des apparts qui sont vides. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, je me demandais, avec les bureaux, parce que, mine de rien, il y a énormément de bureaux qui sont alloués. Pareil, qui sont totalement vides. Et tu te dis, on manque de logements. Mais en même temps, on a énormément de bureaux qui sont même pas loués. Enfin, il y a peut-être des trucs à faire. Mais bon, il y a quelque chose à faire. Et pour en revenir sur la banlieue,
Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que, alors, sans rentrer dans la difficulté de se loger à Paris, il y a une question de sécurité. Et aujourd'hui, il y a des banlieues proches où les familles, surtout, on va rester plus sur les familles, se sentent plus en sécurité dans ces banlieues proches que dans le quartier dans lequel elles habitaient sur Paris. Voilà, c'est un fait, on le voit, il y a de plus en plus d'SDF, je veux dire, c'est pas juste propre à Paris, j'ai des amis qui sont à New York, qui sont à Londres, dans bien des capitales, où depuis le confinement, il y a un peu plus de SDF, et qui dit, voilà, personnes qui ne travaillent pas peuvent vite et laissent tomber dans l'ennui, dans la dépression, l'alcool, la drogue, et ça peut faire des actions dangereuses. Et donc, pour rejoindre ce sujet sur la banlieue intéresse de plus en plus les familles. Qui dit famille dit sacré pouvoir d'achat. Parce qu'on parle d'un seul coup d'appartements de 100, 150 mètres carrés, de maisons. Et puis dans la petite couronne, ça reste un très beau pouvoir d'achat. Et la sécurité, tu sais que est-ce que c'est des arguments parfois aussi lors d'achat, etc. Oui. Tu as des remarques par rapport à ça dans certains quartiers de Paris Alors plus dans la construction, on va dire, de l'immeuble. Là récemment, par exemple, il y a des quartiers de Paris où on a des beaux immeubles pierre de taille. On peut facilement avoir le double sas, c'est-à-dire qu'on a la porte d'entrée de l'immeuble et on a la seconde porte pour accéder au bâtiment A, bâtiment B, etc. Et d'ailleurs, toi, si tu t'amuses, maintenant, tu vas pouvoir observer, mais de plus en plus, il y a cette double porte. Et ça a été vraiment, ce processus a été accéléré depuis, d'ailleurs, l'après-confinement. Les gens ont voulu plus de sécurité. Mais par contre, dans nos chers quartiers du 3e, 4e, enfin le cœur de Paris, où on a des constructions très anciennes, c'est juste pas possible. C'est des petites entrées, on peut pas mettre cette double porte. Et là, j'ai eu récemment une vente dans le 12e. D'ailleurs, ils viennent du 18e quartier Jules-Geoffrin. Où on a de beaux immeubles, beaucoup de constructions de type, en tout cas haussmannienne. Et ils arrivent un peu plus dans un quartier ancien de Paris et où on n'a pas cette architecture-là. Et du coup, ils m'ont demandé, mais alors, la double porte, elle va être installée. Et là, c'est pas possible. Donc, voilà. Et donc, ça devient un critère. Et ils ont la trentaine. Ah, comme quoi ça devient vraiment un critère. Parce que c'est vrai que finalement, tu te disais que Paris, tu te sentais forcément beaucoup plus en sécurité parce que Paris, centrale, la ville, il y a beaucoup plus de mouvements, de monde, etc. Et la banlieue qui était un petit peu délaissée ou vue comme des endroits d'insécurité. Et là, c'est en train de faire un petit peu l'inverse. C'est en train de faire l'inverse. Alors attention, il y a des quartiers dans Paris. Bien sûr. Toujours pareil. Oui, voilà. C'est pas une généralité. 6e, et encore 7e. Une fois, Paris, c'est pas non plus un coupe-gorge partout. Non. Il y a énormément de quartiers mignons et la majeure partie des quartiers des rues de Paris sont sécurisés et c'est quand même très très bien, mais c'est propre à chaque quartier. Et t'en penses quoi du coup des personnes, l'investissement sur le long terme dans des quartiers? Est-ce que tu as des gens, justement, ça peut être intéressant, qui choisissent d'investir dans des quartiers comme ça, à en devenir, où tu sais que voilà, il y a des quartiers un peu plus populaires comme Barbès par exemple, ou autres où les gens vont se dire bon bah, il y a forcément des gens qui veulent vendre là-bas. Est-ce qu'ils arrivent à vendre? Est-ce que tu vois, tu peux trouver preneur et les personnes disent bon bah je mise aussi sur le futur parce qu'il y a des quartiers, on parlait tout à l'heure, mais Belleville par exemple à l'époque qui était très populaire, c'est devenu un quartier un peu de bobo à certains endroits et les prix ont augmenté. Et les gens qui à l'époque avaient acheté à Belleville, je pense que là ils sont assez bien. Est-ce que il y a d'autres quartiers comme ça Oui, d'autres quartiers. Moi sur les quartiers populaires, je connais un peu plus ceux de Paris Nord. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus de quartiers populaires que dans Paris Sud. Mais par exemple dans le 18e, on va plus avoir le quartier du côté de Saint-Plon. Voilà, pour ceux qui connaissent pas vraiment, c'est un quartier qui a déjà évolué et qui continue de bien évoluer. Et là, les gens qui ont acheté ils ont été intelligents, non, ils ont aussi de la chance parce que c'est évident de savoir, contrairement à Barbès, où les gens qui ont acheté, qui ont misé sur Barbès, il faut qu'ils attendent encore. Un petit peu. Je ne sais pas combien de temps, mais ça ira peut-être. On va attendre un bon moment. Peut-être dans le futur. Et les squats, on y revient, mais ça t'est déjà arrivé d'avoir des deals justement où, je sais pas, l'appart est squatté pendant... J'en ai eu un récemment. Non. J'étais choquée. Mais non. En fait, c'est des clients, ils me disaient, bon, vous allez voir un petit 2 pièces. En fait, ils ont plusieurs petits biens comme ça en investissement. Et là, ils veulent en vendre plusieurs. Bref, j'y vais. Ils m'ont dit, oui, on l'a loué un couple. Bon, j'y vais. On est dans un quartier populaire du 18e qui s'appelle la Goutte d'Or. Donc là, on est vraiment dans... très populaire. C'est même pas populaire. Il y a des problèmes de drogue, etc. Bref, j'y vais. Voilà, je ne mets pas mon petit tailleur et mes talons, là, je mets mes baskets et ma doudoune, j'y vais. Mais je m'attends quand même à être reçue par un couple. Je rentre dans l'appartement et là, il y a 6 lits, des lits à étage. On parle d'un petit 2 pièces de 30 mètres carrés. Et en fait, il y avait plus de 6 personnes sans papier qui occupaient cet appartement. Moi, déjà, je rentre une odeur immonde dans l'appartement, de la crasse partout. Il ferme la porte, il y a même pas, je peux pas sortir, moi. Il faut qu'il m'ouvre. Et donc, je suis là avec 6 hommes dans ce petit 2 pièces. What?
Ouais, c'est arrivé là récemment. C'était, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui... Moi, alors après, je l'ai su, donc je sors de là. J'appelle ma cliente. Déjà, je sors de là, je suis contente. Non, ils étaient gentils. C'est juste sur le moment, ça, voilà. Ouais. Je suis une jeune femme, 6 hommes qui ne parlent pas français, qui ferment ma clé, il n'y a pas de serrure. Bon, ça peut faire un peu peur. Tout va bien, je sors de là. Et en fait, c'est juste que le couple faisait comme ça des sous-locations à des pauvres gens, hélas, des sans-papiers, pour lui gagner sa vie. Parce qu'en plus, il louait peut-être vraiment trop cher pour ce que c'était. Marchand de sommeil voilà, oui, c'est vraiment ça. Et du coup, là, c'est simple. Il y en a beaucoup, on se rend pas compte. Mais par contre, là, c'est très facile de les faire partir parce que hélas, ils sont sans papier, ils ont peur. Et du coup, voilà, à telle date, ils sont partis. Et puis, la propriétaire a fait un coup de propre et on va le vendre. Mais ça, voilà, ce sont des... Et elle ne le savait pas. Le loyer était payé depuis des ans, tous les mois. Donc tu te dis, oui, c'est bon. Tout va bien. Bah oui, toi tu te dis que c'est bon, c'est ok. Pas de plainte de voisins, rien, donc elle se dit que tout va bien. Ouais, ça c'est faux. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu des lois qui sont passées sur les squats. Normalement, là, maintenant, c'est beaucoup plus simple de pouvoir faire partir les personnes, je crois, en peu de temps. Oui. Maintenant, c'est le vrai squatteur propre, c'est très simple de le faire partir. Le locataire qui ne paye pas son loyer, ça reste encore un peu trop compliqué. Et j'ai eu autre chose, et ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'était super, c'est assez original. C'est un locataire qui ne veut pas faire ses visites pour vendre l'appartement. Il n'autorise pas les visites. Ça, je n'avais jamais. Mais c'est un enfer sur terre. Je pensais pas que j'allais rentrer dans une telle spirale où la personne, tu lui demandes, ok, c'est bon, on va pouvoir organiser les visites, on va vendre l'appartement. Au final, le locataire te répond que non, il n'est pas disponible. Et le seul créneau qu'il a, c'est un créneau de midi à 13h le mardi. Et donc tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Je reçois des demandes, donc tu vois que la personne, il y a quand même, genre, je sais pas, il y avait genre 8 ou 10 personnes qui me disaient, mais moi je travaille, je peux venir à la fin de la journée, et si l'appart me plaît, je vous fais une offre. Sauf que le locataire, non. Moi, ce sera midi 13h, le mardi. Impossible. Et là, c'est rentré dans une démarche administrative, envoyer un dossier, tu dois passer par les services de la mairie, conciliateur, personne ne sait ce qui se passe. Ça fait 8 mois maintenant. Et voilà, je te rends compte aussi que il y a le système, parfois pour certaines choses... de la vie de propriétaires et d'investisseurs, ça peut être compliqué, toutes les démarches. Et il est ultra protégé. Enfin, lui, il est juste tranquille et je ne peux rien faire. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où j'espère qu'il y a certaines lois ou certaines choses qui vont juste changer. Il y a un type de bail, en fait, maintenant que de plus en plus les propriétaires utilisent justement pour se protéger. C'est tout ce qui va être bail civil. Je passe le nom de type de bail. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les propriétaires veulent s'engager juste pour des courtes durées. Ils veulent que ça soit meublé. Ils peuvent louer super cher en plus parce qu'il n'y a pas l'encadrement des loyers. Et donc, ils font ça pour être protégés. Et du coup, les bons locataires se plaignent. Parce qu'ils disent, OK, je prends un appartement, je ne peux pas mettre mes meubles, donc je ne me sens pas forcément chez moi. Et en plus, au bout de 3 mois, on peut me dire de partir. Donc, il existe une solution avec ce type de baux, en fait, mais qui n'est forcément pas la meilleure encore. Ça, c'est sûr. Et sur la location, est-ce que tu as, ou juste l'achat, tu as pu voir, donc là, on a parlé des squats, etc., et de ce qu'il peut y avoir, mais est-ce que tu as pu voir aussi des personnes qui étaient peut-être assez fortunées au moment de faire des visites, des achats, qui n'avaient pas forcément les mêmes besoins? Parce que ça, je voulais aussi en parler, de la différence entre certains acquéreurs et les deux mondes, qui sont le monde du luxe, du haut de gamme, et le monde un peu plus classique. Est-ce que du coup, tu le vois? Est-ce que tu dois le vendre d'une manière un peu différente? Est-ce que c'est quoi est-ce que tu as des techniques justement par rapport à ça? Ou je sais pas, est-ce que tu deviens une autre personne pendant la visite, ou tu utilises d'autres leviers ou... Alors, une autre personne, non, mais on va dire... vraiment comme si je devenais une autre professionnelle, oui. Parce que celui qui va faire son crédit sur 25 ans, qui va mettre tous ses économies, que ce soit son premier achat ou son deuxième ou son troisième achat, lui, il va me poser des questions en ce qui concerne le DPE, l'électricité, le plomb. Voilà, il va être inquiet sur tout ça. Il va regarder s'il y a eu des dégâts des eaux. Il va être très inquiet. Il va vraiment falloir le rassurer. Et je prends beaucoup de plaisir, moi, à rassurer parce que je me mets vraiment à leur place. Et puis, il y a celui qui va pouvoir mettre comme ça 5 millions sur la table pour s'acheter son pied-à-terre sur Paris. Et que j'ai mis du temps d'ailleurs à comprendre parce que moi, je ne peux pas poser 5 millions comme ça sur la table pour prendre mon pied-à-terre. Et là, c'est intéressant. C'est parce que lui, les questions du DPE, tout ça, électricité, il ne se les pose même pas. De toute façon, au pire, il aura son architecte qui va tout superviser, qui va refaire à son goût. Donc, il ne se pose même pas les questions. Puis en général, lorsqu'on peut acheter ce type de bien, on est dans des immeubles qui sont très bien entretenus. On n'est pas vraiment inquiet. Par contre, à l'inverse, il va être très, 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 très exigeant. Par exemple, l'hauteur sous plafond de 3 mètres de haut avec des belles moulures et la cheminée,
Pour moi, ça va être majestueux. Pour lui, c'est normal. C'est la base. Voilà. Le balcon à Paris, pour lui, c'est la base. Voilà. Le granit naturel qui vient qui a été ramené spécifiquement d'Italie, c'est la base. Pareil. Donc, c'est juste qu'il va être très exigeant en termes de prestations, en termes de luminosité, de vue, etc. Et c'est là-dessus qu'il va être exigeant. Mais par contre, il n'a pas besoin d'être rassuré. C'est ça la différence. Il y en a un qui a besoin d'être rassuré. Je mets toutes les économies de ma vie, je fais un crédit sur 25 ans. Et l'autre, juste, je me fais plaisir. Ouais. Et il se dit qu'à partir d'un certain prix au standing, il y aura un petit peu les basiques. Et il se dit forcément, peut-être j'achète un bien un peu clé en main. Je sais déjà que voilà, ce sera assez propre. Et d'ailleurs, bien clé en main, est-ce que c'est des personnes qui recherchent les gens recherchent souvent avec des... Alors, question, est-ce qu'ils recherchent souvent avec des travaux ou est-ce que c'est des personnes, justement, on arrive au-dessus de 2 millions, etc., qui veulent mettre les pieds sous la table, qui ne veulent pas se prendre la tête avec les histoires de travaux, etc., et qui se disent, bon, je veux vraiment arriver clé en main, etc. Et la majorité clé en main. Étrangère La majorité clé en main, pourquoi ? Parce que la majorité sont étrangers. Hein. Okay. On va pas se leurrer. Dans le 6e, on regarde les propriétaires. Il y a encore quelques familles françaises, il y a encore quelques Français. On a beaucoup d'Américains, d'Italiens, etc. Donc, et les étrangers, ils veulent pas gérer des travaux à distance. Et ce point des travaux, de toute façon, c'est de plus en plus pour tout le monde depuis la guerre en Ukraine, parce que tout a augmenté. C'est vrai. Et d'un seul coup, il y a eu une rumeur, parce que c'est pas vrai, comme quoi les travaux, ça se passait mal, etc. Peut-être qu'il y a eu au début, mais en fait non, il suffit d'être super bien accompagné par les bons professionnels et les travaux se passent très bien. Donc il y a eu une grande tendance où on veut pas faire de travaux. Ouais, et se prendre la tête, et aussi ça fait peur, et toutes les personnes sont allées sur l'augmentation. Je le rajoute juste pour ceux qui écoutent, mais on est quand même passé de 1200 du mètre à vers 1500, 1600. Donc c'est énorme. Ça a quand même vraiment augmenté. Avant, on pouvait dire à des personnes, OK, 1200, c'est bon, on peut vous refaire un appart un peu intégral. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc oui, ça impacte. Comme quoi, une guerre et toutes ces choses-là peuvent impacter derrière vraiment plein d'industries et secteurs différents. Et les étrangers, du coup, pareil, est-ce que c'est des manières de consommer qui sont différentes ? Parce que j'ai eu des échanges aussi où, je sais pas, genre les Américains, ils veulent à chaque fois dans toutes les chambres une douche ou les toilettes. On avait dit un truc comme ça. Mais complètement. Les Américains, ascenseur clim. Il n'y a pas l'ascenseur, il n'y a pas la clim, ils ne viennent pas. C'est ouf. C'est pas... D'ailleurs, là, moi, j'ai un collègue, il est en train de vendre un appartement Place Dauphine, l'île de la Cité. Donc, vraiment, on est dans l'endroit le plus ancien de Paris. Des Franco-Américains l'ont appelé par téléphone et il est en train de faire poser un ascenseur dans la copropriété pour qu'il puisse acheter. Non. C'est dingue. C'est et incroyable. C'est l'Américain qui va payer l'ascenseur. Oui, parce que les copropriétaires, ils sont contents. Ah oui, tu m'étonnes. L'Américain, il arrive à poser c'est incroyable. ascenseur. Alors ça, ce genre de copropriétaire que tu vois arriver, un mec qui arrive comme ça. Alors moi, je vais acheter un appart et par contre, vous inquiétez pas, je paye l'ascenseur. Oui. C'est un cadeau. C'est magnifique. Waouh. J'avoue que ça, c'est incroyable. Il y a d'autres choses comme ça ou pas D'autres choses. Après, on va voir par exemple la clientèle italienne, parce qu'il y a le centre de Paris, il y a quand même pas mal d'Italiens fortunés. D'accord. Et eux, ils sont d'une exigence sur la partie saine de l'immeuble. Okay. Ah, vraiment. Ils sont un petit peu en avance sur nous, sur l'isolation, sur l'écologie, enfin, sur des petits détails comme ça. Et du coup, ils sont très, très, très exigeants. Il faut que tout soit aux normes. Si c'est pas aux normes, même s'ils peuvent le faire eux-mêmes, si au centre de la copropriété, c'est pas aux normes, ils peuvent vraiment flipper. Moi, très exigeant là-dessus. C'est incroyable. Parce que tu te dis quand même, finalement, en effet, ton discours doit changer, mais d'une typologie de client à l'autre, parce que tu vas pas accentuer certains éléments autres. Et tu as eu déjà des deals aussi qui cassent par rapport aux autorisations, parce qu'on parle souvent de copropriété parfois, où par exemple les combles, pouvoir casser un mur porteur ou certaines choses, ils te le mettent dans les clauses suspensives. Et est-ce que ça passe souvent, ou est-ce qu'il y a des deals qui cassent à cause de choses comme ça et de la copro, ou en général, les copros, ça va ? Moi, j'ai jamais eu... Pardon, je t'ai coupé, mais... Oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais eu le cas, mais pourquoi ? Parce que c'est l'art de la négociation en amont. Si c'est trop risqué comme clause suspensive, moi, je ne fais pas accepter l'offre. Exemple concret, j'ai eu une fois donc des copros. Alors, c'était dans le 6e arrondissement. Ah oui, et on voulait faire une assemblée générale extraordinaire afin de recalculer la part de tantième, bref. Ouais. Anodin. Okay. Et d'ailleurs, même les copropriétaires allaient être gagnants parce que les futurs propriétaires allaient payer un peu plus de charges. Donc, pour nous, ça allait passer. Mmh. Du coup, on ne l'a même pas mis comme une clause suspensive. Et heureusement qu'on ne l'a pas mis dans une clause suspensive parce qu'en fait, ils ne l'ont pas accepté. Wow. Voilà, comme quoi, dans toute copropriété, il suffit qu'on tombe sur un qui n'est pas sympa, qui va embêter son monde, qui n'a pas accepté. On n'a pas compris pourquoi. Et du coup, il n'a pas accepté. Bon, c'est comme ça. Donc, heureusement que je ne l'ai pas mis comme clause suspensive. Et maintenant, lorsqu'on doit mettre des clauses suspensives vraiment techniques, comme ouvrir un mur porteur, la création d'une trémie pour mettre un escalier pour créer un duplex, par exemple, ce genre de points-là,
je le fais accepter en clause suspensive uniquement si j'ai fait travail en amont, c'est-à-dire que j'ai contacté tous les membres du conseil syndical, j'ai fait ma petite enquête avant, j'ai étudié est-ce que ça a déjà été autorisé auparavant, même si c'était il y a 10 ans en arrière, parce que du coup, on peut avoir jurisprudence. Enfin voilà, je travaille tout ça en amont. Si il y a un risque que ça ne soit pas accepté, je ne fais pas passer l'offre. De un, parce que moi, je ne travaille pas pour rien et que mes vendeurs, c'est mes clients premiers. Ils m'ont mandaté pour vendre un bien et que je ne vais pas leur faire perdre 3 à 4 mois. Donc, voilà pourquoi avec moi, ça n'arrive pas. Non, mais parce qu'avec moi ou toute personne, même qui fait un achat en direct ou qui vend en direct, c'est cette partie-là de la négociation qui est très importante. Oui, il faut faire gaffe. Non, je suis d'accord. Et justement, on parle de ceux qui vendent en direct ou qui veulent vendre. Est-ce que tu as des conseils à donner à des vendeurs parisiens aujourd'hui qui sont à Paris, qui se retrouvent à devoir vendre leur appartement dans un marché qui peut être compliqué? Le premier conseil, c'est de passer par un professionnel. Non, mais vraiment, c'est vrai. Aujourd'hui, je crois que c'est pratiquement 85% des propriétaires parisiens, des vendeurs qui passent par des professionnels de l'immobilier parce que déjà, on a de plus en plus de réglementation. Voilà, de plus en plus de réglementation. Moi, j'ai de la chance. Il y a des notaires qui font leur travail. C'est pas moi qui fais ce travail-là. Par contre, on a des acheteurs qui, eux, sont inquiets maintenant. C'est plus comme avant. Un acheteur, avant de se positionner, il faut vraiment qu'il soit accompagné. Et ce travail-là, c'est ce qu'on fait, nous, professionnels de l'immobilier. Donc, il y a un travail qui est psychologique à faire, gérer l'émotion. Il y a des gens qui sont plus stressés que d'autres. Ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. Et puis, de prendre le temps de leur expliquer tout le dossier. Pourquoi, il y a 5 ans, ce travaux a été voté, pourquoi ça a été refusé. Maintenant, on rentre dans les détails, c'est impressionnant. Merci ChatGPT. Je mets beaucoup de ChatGPT maintenant pour aussi m'aider, parce qu'avant, il n'y avait pas besoin d'autant d'explications. Aujourd'hui, il faut tout analyser, d'explications, tout analyser, etc. Parce que les acquéreurs sont plus rares, donc ils savent que là maintenant ils ont le choix entre ce qu'il y a sur le marché, et donc forcément c'est ça. Faire plus ils vont avoir d'informations, de transparence et se sentir vraiment accompagnés, ça va les aider à vraiment se positionner. Alors trouve-moi un propriétaire parisien qui a le temps de faire ça et surtout qui va prendre sur lui. Parce qu'il peut se dire, non, mais il m'énerve cet acheteur. Moi, je devais me positionner dans la journée. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Donc, le conseil aux propriétaires parisiens, vraiment, de passer par des professionnels. Et sur la partie acquisition de nouveaux clients, etc., là, c'est côté agent. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des agents parisiens aussi, tes petites astuces, tes petits conseils ou des petites choses qui pourraient leur servir? Je ne donnerai pas tout. Non, vraiment, l'astuce numéro 1, parler à tout le monde. À qui on a envie de parler. Parce que moi, cette année, par exemple, 3 ventes que j'ai faites, c'est dû à des rencontres complètement par hasard. Une personne à qui j'ai parlé dans la rue. Une gardienne, alors on va dire oui, mais les gardiennes, non. En 8 ans d'immobilier, c'est la première fois qu'une gardienne m'a ramené. Moi, je pensais que les gardiennes, c'était le feu. Mais c'est pour ça que. Fut un temps à ce qui paraît, mais c'est pas le feu, comme tu le dis. Mais cette gardienne, qui en plus, je ne parlais même pas immobilier avec elle, c'était rien à voir. Et une autre personne où c'était un café. D'accord ? Donc, ce point-là de parler à n'importe qui, ça va ramener du business. Et le deuxième conseil, c'est être soi-même. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. D'accord ? Donc, une personne à qui on va sincèrement dire bonjour, on va échanger parce qu'elle a un chien, qu'on aime les chiens. Moi, j'ai déjà rentré une magnifique maison à Nières-sur-Seine qui s'est vendue quand même à 2 millions, il y avait tout à refaire. Donc, on parle vraiment d'une très belle maison. C'était une dame qui promenait son chien. Moi, à cette époque-là, j'avais un chien. Incroyable. Je lui dis, votre chien, il est trop beau, il me saute dessus, nanana. Puis en parlant avec elle, elle me dit, moi, c'est mes parents qui habitent là. Moi, je vais aux États-Unis. Moi, j'en profite. Je dis, moi, je suis agent immobilier dans le quartier. Je vous laisse ma carte. On ne sait jamais si un jour vos parents ont besoin. 1 an plus tard, cette dame m'appelle. Elle était aux États-Unis. Elle me dit, voilà, les parents venaient de décéder. Elle me dit, je veux vendre la maison, donc je vous appelle vous. C'est incroyable. Juste parce qu'elle avait un chien. Là, tu te dis que ça se joue à ça. Et c'est vrai. Oui. Parce que tu as été toi-même aussi. Mais parce que j'étais moi-même. J'adore les chiens. Parce que tu aimes aussi les chiens. Tu n'es pas juste arrivé en disant, je vais essayer de faire une petite intro par rapport Voilà, faut pas être hypocrite. À l'inverse, tous ces soirées un petit peu de réseau after work, moi, c'est moi mon dada. Je bois pas d'alcool, je mange pas de gluten. Non, mais à un moment, ces soirées, elles peuvent vite m'ennuyer. Donc, je vais pas me forcer. Et à l'inverse, dans une salle de sport, je peux rencontrer un client parce que c'est mon domaine et je suis à l'aise. Donc, conseil numéro 1, parler à tout le monde. Ou à l'inverse, conseil numéro 1, être soi-même. Conseil numéro 2, parler à tout le monde.
Ça, c'est fou. On s'en rend pas assez compte parce que c'est vrai que les gens sont pas très avenants dans les villes, même Paris, même si jamais je sais que y a beaucoup de personnes qui peuvent accueillir son prochain à bras ouverts quand il y a une discussion, mais il faut l'entamer. Et c'est vrai que les gens l'entament pas énormément. Moi, j'ai pas énormément de gens qui sont venus, enfin, si, quelques personnes qui viennent parler, demander sur quoi je travaille ou certaines choses comme ça. Mais au final, même quand on s'est rencontrés, c'est venu juste d'une petite phrase. Je t'entends, je balance juste une phrase et on rigole. Et c'est vrai que j'ai des amis qui sont vraiment, mais eux, c'est vraiment presque l'extrême où ils vont parler à tout le monde. C'est-à-dire vraiment, et je pense que eux, ils vont créer un réseau incroyable parce que c'est les meilleurs. Tu vois, c'est les meilleurs. Et tu dis la petite blague, tu vois juste le petit truc, et tu vois qu'il y a un échange et que les gens sont réceptifs. Il faut aussi que les gens soient réceptifs parce que c'est vrai que parfois en face, tu fais une petite blague ou tu cales une phrase, tu sens que la personne tire la gueule et ça le fait pas. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Et tu t'es inscrit du coup à des cercles, enfin des petits réseaux, trucs de réseau, des cercles de réseau, non, etc. J'avais essayé. Si, fut un temps, j'avais essayé. Ça ne m'a rien. Je ramenais du business. On m'a pas ramené de business. Okay. Et encore une fois, c'est parce que je mets l'accent sur le fait qu'il faut être soi-même. Et les réseaux, en tout cas, auxquels j'avais été conviée, etc., c'était pas mon univers en fait. Ils sont très bien et ça ramène du business pour d'autres personnes. Donc je rejoins le fait qu'il faut être soi-même. Moi, je viens d'un milieu un peu plus aussi artistique. Là, j'ai repris le théâtre. Le premier cours de théâtre que j'ai fait, il y en a une, elle m'a dit j'habite là et j'ai envie de faire estimer mon appartement. C'est dingue. C'est incroyable. Juste parce qu'on se présente en tour et je dis moi non, mais je suis agent immobilier. Donc faut toujours rester soi-même. Après, ces gens qui parlent à tout le monde, qui ont ce vrai culot, mais cette passion aussi. Mais c'est génial, mais ils sont eux-mêmes. Moi, j'ai un collègue à moi, il est comme ça. Et c'est comme un don ou c'est une aptitude. C'est inné. Et ils prennent plaisir à faire ça, donc faut pas forcer. Et à l'inverse, j'ai une autre collègue qui, elle, n'a jamais démarché qui que ce soit dans la rue. C'est la reine des réseaux sociaux. Elle est issue du marketing. Elle a tous ses clients grâce à Instagram. C'est dingue. Elle a jamais pris un téléphone pour faire de la prospection téléphonique. Elle a jamais frappé à une porte. Mais c'est son domaine. Elle est à l'aise et elle aime ça. Et d'ailleurs, elle, ce qu'elle prône toujours, c'est être soi-même. Et dans ton domaine, là où tu es toi-même, tu communiques. Et tu me fais penser à quelque chose de... Enfin, je voulais aborder ce sujet qui est très intéressant. C'est sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir justement ce que tu en pensais, parce que c'est vrai que j'en avais parlé avec Louis Pasquier, qui était le fondateur de Stoneo, sur sa vision aussi. Et je voulais vraiment avoir la tienne, qui a une expertise terrain et IMO. Il y a beaucoup de biens qui se vendent sur Internet via Instagram. On voit beaucoup de séries telles que l'agence, finalement d'influenceurs, agents influenceurs. Le principe de l'agence immobilière, c'est de pouvoir avoir une image qui va tracter la demande et rassurer les clients. Ça va être quoi pour toi, tu penses, l'agent de demain? Est-ce que c'est pas une personne qui aura son compte Insta et qui sera tellement connu finalement que les personnes viendront toutes seules pour vendre leur appart et lui, il va juste dispatcher à son réseau d'agents mandataires, etc. Et les agences vont un peu progressivement disparaître. Alors, je sais pas. C'est quoi ta vision de l'IMO par rapport à ça et des réseaux sociaux? Tu l'as dit, ma vision, c'est, on pourrait l'appeler ces agents influenceurs, même si influenceur, ça a été utilisé de manière un petit peu péjorative, mais c'est la vérité. Regarde Stéphane Plaza. Pourquoi les gens se sont attachés à Stéphane Plaza? C'est pas une marque, c'est un monsieur qui a mis le côté humain à la télévision, chaleureux, etc. Qui a porté préjudice à la marque, malheureusement. Hélas, oui. Alors oui. Mais oui. Mais si on regarde sur le début de sa création, c'est ça. Puis après, il y a eu plein d'agences Stéphane Plaza qui n'avaient rien à voir avec Stéphane Plaza. Moi, j'ai travaillé dans une agence Stéphane Plaza, je ne connaissais pas Stéphane Plaza. Désolée pour tous les clients à qui j'ai menti. Quand ils m'ont dit s'il était sympa et que j'ai dit oui. La vérité... Je ne savais pas, ok. Je l'admets, je ne l'ai jamais connu. Voilà, on utilise sa marque, mais tout a commencé par quelqu'un. Il a été le premier influenceur agent, comme tu l'appelles. Sauf qu'à l'époque, la communication ne se faisait pas sur les réseaux, mais à la télévision. Et oui. Et à la télévision. Oui, bien sûr. Non, tu as raison. Grande publicité. Donc maintenant, ça a changé. Et donc, oui, c'est l'avenir. Et demain, par exemple, si Pierre, qui est agent immobilier, il a une grande communauté sur Instagram et il fait du chiffre d'affaires grâce à sa visibilité sur Instagram, Pierre, plus tard, il va avoir des gens qui vont travailler sur lui. Ça va être exactement le même principe. Et aujourd'hui, moi, j'ai quelques amis à moi qui ont des agences immobilières qui les gardent, ils sont contents, voilà. Mais ils me disent, Charlotte, il n'y a pratiquement plus personne qui passe à l'agence. Ah oui? Oui, ils me le disent. Ils marchent quand même bien parce qu'ils sont bons et parce que, ne l'oublions pas, le bouche à oreille reste vraiment l'atout numéro 1 pour persévérer dans tout business. En tout cas, dans l'immobilier, il n'y a pas photo. Mais il n'y a pratiquement plus personne qui passe dans les agences. Donc c'est vitrine. Enfin, ça va servir pour l'image aussi, et le côté agence, être puis parce qu'il prend plaisir, rue, et puis parce que c'est agréable. Moi, ça me manque de ne pas ouvrir la petite boutique le matin, parler avec le commerçant. Il prend plaisir, voilà, ça rentre dans ses frais. Au moins, ça crée une cohésion d'équipe. Je pense que c'est sympa une agence ou comme avoir des bureaux, mais ce n'est pas le seul à me dire qu'il n'y a plus de passage agence. Donc le modèle agence, à un moment, bien évidemment, il y a déjà de plus en plus d'agences qui ont fermé.
Et je pense que ça va continuer dans cette direction-là. Par la suite, c'est incroyable. Et les clients, tu vois aussi par rapport aux demandes, enfin toi, tu as des contacts sur Instagram, une personne qui, tu conseillerais quoi aux agents qui débutent un peu sur Instagram aussi, qui veulent commencer à pouvoir se mettre dans ce jeu-là, etc. Parce que ça reste pas évident. Je sais qu'il y a maintenant, il y a beaucoup d'agents qui montent aussi des vidéos Oui. d'appartements, etc. Alors, le conseil numéro 1, que d'ailleurs j'ai arrêté d'appliquer cette année, que je vais me remettre à appliquer, là où j'ai fait le plus de ventes, c'est en se filmant simplement et en montrant son quotidien et en étant soi-même, sans chercher à vendre et à plaire. Mais très important. Et du coup, j'ai fait des ventes grâce à des stories. Non, mais c'est dingue. Ah ouais? Grâce à des Mais stories. t'es juste une petite story comme ça. Petite ouais. story, Et là, nanan. C'est exactement ce que ma collègue veut. Bim, bam, elle vient. Et je fais passer l'offre. C'est incroyable. Mm. Tu te rends compte? Non, mais c'est fou quand même de signer des deals comme ça, juste C'est en dingue. mettant. Tu prends une petite vidéo et c'est terminé. Mais tu vois, Mm. c'est pour ça que je te disais quand même que je me suis dit, oui, les agences, etc. Enfin, je pense que les agents immobiliers vont prendre de plus en plus leur indépendance parce que finalement, et aussi la com, c'est 100% pour toi, finalement. Alors, Ou non? si la com, c'est 100% pour toi, si tu as la fameuse carte de transaction D'accord. et que tu as ta propre structure et que tu l'as montée. Voilà, ça, c'est pas tout le monde. C'est une sacrée responsabilité. C'est-à-dire que notre métier, avant tout, on est un agent commercial. On a de l'écoute, du relationnel et on vend. Toute la partie juridique dans l'immobilier en France, faut s'accrocher. Hein. Moi, je suis très contente d'avoir une équipe. Je suis très contente d'avoir une assistante juridique. Je suis très contente d'avoir tout ça. Non, mais parce qu'à un moment, C'est vrai? sinon, je ne pourrais plus m'occuper de mes vendeurs et de mes acheteurs. Ouais, non. Donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir 100%. Mais demain, je pourrais faire ce choix-là, en effet, faire ta communication sur Instagram et tout roule, par exemple. Ok. Et au niveau des agences aussi, tu vois, pour l'instant, toutes les agences donc, sont en physique. Sur le marché des agences, est-ce que, en général, elles se prennent chacune des parts de marché ou tu vois des agences qui sortent un peu plus du lot? Est-ce que les agences, parce qu'on a pas mal de nouvelles, un peu agences émergentes, etc., fonctionnent mieux que peut-être les anciennes qui sont là depuis très très longtemps, à la Century, à la Forêt, etc., où chacune ont leur part de marché de leur côté? Alors, tu peux répéter ta question? Pas de souci. Est-ce que les agences, par exemple, que tu vois, les nouvelles agences qu'on peut voir qui se créent, est-ce que ça va être facile de créer une nouvelle agence qui va arriver, qui va prendre vraiment une part de marché? Ou est-ce que vraiment les mastodontes pourront jamais être délogés? Et tu sais que voilà, les Century, les Laforêt, toutes ces agences-là parisiennes, bah, elles vont rester ancrées, elles vont rester là? Ou est-ce que tu sens que vraiment là, tu vois des agences émergentes qui commencent à prendre des parts? Par exemple, je sais pas, Barnes qu'on voit de plus en plus sur les réseaux, etc. Alors, attention, parce que si on parle de Barnes et Century Oui, 21, on est quand oui, même bien sur sûr. des marchés, on est sur des types Oui, de oui, c'est biens des exemples, différents, une direction artistique complètement différente. Donc, si on en revient à ces agences plus classiques comme Century 21, La Forêt, etc., moi, ce que je vois, c'est que celles qui cartonnent, c'est parce qu'à l'intérieur, on a un super patron, super directeur d'agence et qui applique ce qui a toujours marché, c'est de se montrer, de prendre soin de ses clients et de pousser le bouche à oreille à fond. C'est vraiment les règles qui comptent. Et il y a hélas pas mal d'enseignes aujourd'hui, comme Century 21, La Forêt, Plaza, etc., où le rideau ferme. Certains saisissent l'opportunité pour créer leur agence en leur nom propre parce qu'ils ne veulent plus repayer une redevance, alors je ne sais pas, entre 5 à 15% à une marque comme Century 21, La Forêt, etc., parce que ça ne ramène plus les acheteurs que ça ramenait avant. Ça, c'est... Mais je vois, par exemple, il y a une agence Century 21 qui est de plus en plus active sur les réseaux sociaux, qui fait quelque chose de super bien. Mais pourquoi? Parce qu'ils mettent l'humain en avant. Ouais, ils mettent plus Century 21. Je vois leurs agents commerciaux qui sont dynamiques, qui parlent de Paris, etc. Moi, quand je vois leurs vidéos, il y a un côté authentique qui va me donner envie de regarder. Et ils sont sortis du côté très... C'est Century 21, on a tous la veste, etc. Ça, c'est fini. Les gens veulent de l'humain, ils veulent du service. Et les gens sont prêts à dépenser de l'argent. Quand je dis les gens, c'est toi, moi, pour du service et de l'accompagnement. Pas juste une marque. Ok. Et ça, j'avais une question aussi, je voulais la poser au tout début de l'échange, j'ai oublié de la poser. Est-ce que un bon agent immobilier, ça gagne bien? Parce que c'est vrai qu'on voit des montants qui sont parfois genre énormes. Tu me parlais de 2 millions. Tu vois, tu vends un appart à 2 millions, 1,5 million, 1 million. Enfin, c'est des montants qui sont quand même énormes. Est-ce que du coup, si tu fais genre, tu te dis juste quelques ventes à l'année, le pourcentage en général, il est de combien? Enfin, est-ce que un bon agent gagne bien sa vie? Comment ça... Alors, un bon agent, j'ai envie de te dire, comme tout bon commercial, bon commercial, il gagne bien sa vie. Okay. C'est aussi simple que ça. Donc, quelqu'un qui s'y connaît extrêmement bien dans l'immobilier, qui connaît toutes les nouvelles lois, etc., qui est à jour, peut très mal gagner sa vie. Par contre, quelqu'un qui est un bon commercial,
qui a du culot, qui va parler à tout le monde et qui va prendre soin de ses clients, c'est pas juste parler à tout le monde, qui va aussi prendre soin de ses clients, qui va s'entourer des meilleurs notaires, des meilleurs courtiers, des meilleurs architectes, etc., pour répondre à la demande de son client, lui, il peut vraiment bien gagner sa vie. Ce n'est pas la majorité. Moi, je vois autour de moi, je suis étonnée du nombre d'agents immobiliers qui présentent bien d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui présentent des biens magnifiques. Et quand je sais ce qu'ils font à la fin de l'année, oui. Et je tairai pour quelles enseignes ils travaillent. C'est incroyable. Comme quoi l'image et les réseaux. Oui, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et j'en connais qui sont très discrets et qui font 5 fois plus de chiffre d'affaires que moi. Et eux, je les applaudis énormément. Donc, mais eux, pourquoi ? Parce qu'ils sont avant tout des commerciaux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont ce truc, ils vont parler à n'importe qui, ils vont être là au bon moment, ils vont être eux-mêmes, ils font pas semblant, ils vont fournir du bon travail parce qu'un bon commercial, on va donner l'exemple de la coiffeuse, mais une coiffeuse, si elle prend soin de ses clients et que la cliente qui lui a ramené 10 clients, elle lui offre sa coupe de cheveux, elle continue à lui ramener des clients. C'est aussi simple que ça et c'est dans tout domaine de métier où on a le facteur vente. Mmh. Et c'était quoi le plus gros deal que tu as fait du coup, ou une grosse vente que où j'ai gagné moi le plus d'argent ou le plus gros deal? Parce les deux. Des fois, ça n'a pas été forcément en rapport. Le plus gros encaissement que j'ai fait d'un seul coup, ça a été 60 000. Moi, je suis nulle, je parle TTC. Faut enlever, Je sais qu'il faut parler hors taxe, mais voilà, 60 000. Et par contre, la plus grosse vente ça va faire plaisir, ça. De biens que j'ai fait, c'était celle-ci, qui n'était pas si énorme. On était à 3,8 millions. Mais c'est pas celle où j'ai gagné le plus. D'accord. Tu vois, étonnamment, c'est marrant parce qu'on peut se dire, tiens, je vais faire que du projet à 4 millions. 3 millions. Et il faut les sortir parce que les gros projets, ça tombe pas, t'en as pas 10 par an qui tombent. C'est peut-être aussi plus dur à vendre que des biens plus liquides qui sont autour de 800 000, 700 000, 600 000. Tu vois que tu peux sortir peut-être plus rapidement, mais... Oui. Là, par exemple, en ce moment, je vends depuis un mois beaucoup de 2-3 pièces. Je suis très contente parce que ça va vite, ça tombe. J'étais très contente en début d'année de vendre des grands appartements qui valaient la valeur de travail de 5 petits appartements. Et qui partent quand même parce que le marché, tu dois le voir aussi, c'est des personnes aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent, c'est les étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt plutôt à rester sur un marché un peu du luxe, de rester sur du haut de gamme? Tu fais 6e, 7e arrondissement de Paris. T'as que des gens qui ont du cash, ils achètent tout cash, et finalement... Tu parles de ma vie de rêve. Moi, c'est ce que je veux. Je suis une passionnée du 6e arrondissement. J'adore la clientèle du 6e arrondissement. Non, mais c'est vrai. Là, on parle vraiment... je m'adresse aux professionnels, d'accord ? On a tous envie d'avoir des clients gentils, sympas, qui ont du pouvoir d'achat. C'est le rêve de tout le monde. C'est vrai. Et par exemple, la clientèle du 6e arrondissement, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a du très, très gros pouvoir d'achat. Des clients respectueux, sympathiques comme tout, avec qui je me sens vraiment à l'aise, comme à ma place. Et pourtant, je ne suis pas propriétaire d'un appartement autour du jardin de Luxembourg, mais c'est très agréable de travailler avec eux, peut-être parce qu'il y a cet univers aussi un peu plus, je ne sais pas, peut-être artistique, peut-être créatif. J'aime beaucoup, beaucoup cette clientèle. Bien sûr, mon rêve, ça serait de faire des ventes que ici. Tu m'étonnes. Voilà. En plus, tu vois des beaux biens. Tu vois des beaux biens, une clientèle sympathique, etc. Maintenant, d'expérience et aussi autour de moi, de ce que je vois, tant qu'on n'a pas vraiment atteint un certain niveau de l'ultra-luxe, je ne parle pas du luxe, l'ultra-luxe, on va commencer à partir de 100 millions. 100 millions ? Je parle de l'ultra-luxe. D'accord ? Parce qu'à Paris, entre 2 millions et 5 millions, ce n'est pas forcément du luxe. Voilà. Par 100 contre, millions, c'est bien. Voilà, on parle de l'ultra-luxe. Si on n'est pas dans ceux-là, l'ultra-luxe, cette fourchette du luxe, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que aujourd'hui, les acheteurs sont très, très, très sollicités, très, très sollicités. Ça fait quelques années où ça prend du temps. Oui, je reviens, je suis à New York. Non. Donc, on ne va pas faire la vente comme ça. Et lorsqu'il y a eu l'augmentation des taux, là, en 2022, et qu'il y a quand même pas mal de gens qui avaient un gros pouvoir d'achat, mais qui faisaient des crédits et qui se sont retrouvés à « finalement, on ne peut plus faire un crédit comme on voulait ». Eh bien, tous ces appartements entre 1 million, 3 millions qui se vendaient relativement facilement à Paris, ce n'était plus le cas. Donc, je peux te garantir qu'on a été très contents de vendre plein de 2 pièces. Et il y a des notaires qui pourront témoigner de ça, qui ont pu faire quand même de belles années, ne pas licencier, parce qu'il y a des études notariales qui ont dû licencier, qui n'ont pas licencié parce qu'il y avait toujours ce studio, ce 2 pièces, ce 3 pièces. Et en plus, j'ai envie de te dire que moi, mes plus beaux biens que j'ai vendus, c'est parce qu'au début, j'ai vendu un studio à 1 2 pièces et qu'eux-mêmes étaient propriétaires de très beaux biens dans le 16e ou en banlieue, etc. Donc,
moi, je n'ai pas atteint cet univers de l'ultra-luxe. Je le vise, comme tout le monde, c'est un challenge de vendre des beaux immeubles, des beaux actifs, des beaux hôtels. C'est un autre univers auquel je me forme et que je vais approcher rapidement. Mais en attendant, je mets autant d'énergie à vendre un studio rempli de moisissures, avenue des Ternes, parce que je l'ai fait, okay. D'accord, que vendre un appartement simple à vendre de 200 mètres carrés avec 4 chambres, double séjour, que tout le monde veut dans le 6e. C'est incroyable. Parce que c'est vrai que finalement, l'ultra-luxe, en effet, c'est un domaine, je pense, qui est totalement différent. C'est des codes qui ne sont pas les mêmes aussi. Oui. Je pense que même sur les financements, tu dois avoir des montages de fou. Enfin, tu dois te connaître, je pense, sur pas mal d'autres domaines aussi là-dessus, un peu techniques, mais qui doivent être trop intéressants parce que c'est vrai que tu changes totalement. C'est super et puis tu passes aussi sur un autre type de clientèle, même pour obtenir les biens, c'est d'autres types d'agences. C'est des agences d'ultra-luxe aussi, qui doivent être vraiment prendre que les biens peut-être comme ça. Oui, et beaucoup de personnes qui ont leur structure, en fait, qui ne sont pas connues. Moi, la majorité, ils ont leur structure, mais ils ne sont pas connus. C'est incroyable. Et d'ailleurs, les typologies de clients, c'était quoi les pires clients sur lesquels tu as pu tomber ou le pire les projet? radins. Non, mais vraiment, argent ou pas argent, c'est ceux qui sont... par exemple, une fois, j'ai eu un propriétaire, c'est moi, lors de la signature notaire, il manquait quelque chose comme 20 ou 25 euros dans le calcul de prorata des charges. Donc, à un moment, au moment de la vente, s'il y en a qui nous écoutent et qui ne savent pas, il y a des charges à payer de copropriété et les notaires font un calcul et il faut faire un remboursement. Soit le propriétaire doit rembourser de l'argent à l'acheteur, soit vice-versa. C'est une histoire de, je ne sais plus, 20-25 euros. C'est moi qui les ai payés. Devant le notaire, j'ai donné le cash. Il dit, voilà. Parce qu'il ne voulait pas débrouiller. Non. Et il voulait. Wow. Et il avait même, pendant la signature, fièrement dit, j'ai laissé le toilette. Non. C'est incroyable. Ah oui, vraiment, ce client était exaspérant. Jusqu'au bout, je n'en pouvais plus. Je suis restée très calme. Dans ces moments-là, heureusement on passe par un professionnel parce que les acheteurs auraient jeté l'éponge depuis longtemps. Et du coup, lorsqu'on est sorti de chez le notaire, il voulait qu'on aille boire une coupe de champagne. J'ai mis ma main devant lui. Je lui ai dit, plus jamais. Je ne veux plus jamais croiser votre route. Et je suis partie. Tu m'étonnes. Ça doit être horrible. Et un deal qui a cassé à la fin, c'était déjà arrivé aussi d'avoir un deal où tout allait bien, ou en général où tu as vécu un truc de fou. Parce que toi, tu as dû en voir des vertes et des pas mûres. Mais... Non, moi j'ai de la chance. Le seul qui n'a pas eu lieu, mais ça, on va dire, c'est le coup pas de chance, c'était ce tout début d'augmentation des taux et de baisse des prix, en fait. Okay. Et en fait, juste l'acheteur, il s'est vraiment rendu compte qu'il achetait trop cher. Et c'est vrai. Et il nous a ramené 2 refus de crédit. Il aurait pu les avoir, ces crédits, il gagnait très bien sa vie. Mais il achetait trop cher. Et en fait, voilà. Et d'ailleurs, oui, parce que l'appartement, après, s'est vendu beaucoup moins cher. Donc, ça m'est arrivé qu'une fois, mais j'ai envie de dire que je comprends complètement l'acheteur. J'aurais préféré qu'il renégocie le prix à ce moment-là, qu'on ne perde pas de temps. Mais sinon, moi, j'ai tout le reste, tout à chaque fois aller jusqu'au bout. Est-ce que, et ça j'ai une dernière question à te poser, parce que c'est un ami qui m'avait posé, est-ce que du coup il y a des agents, ou en général l'agent immobilier peut sous-évaluer le bien pour le vendre plus vite en soi? Ça peut arriver. Parce que l'objectif ça reste quand même de le faire partir, et en soi est-ce qu'il n'y a pas intérêt à justement sous-évaluer le bien et se dire que ça part ça peut arriver, mais c'est celui qui pense comme ça, il ne doit pas avoir beaucoup de biens à la vente. Parce que les gens font estimer par plusieurs agences. Il y a un moment, si c'est trop bas, ils ne passent pas par lui. Donc, par contre, ça peut arriver de se tromper et sous-évaluer. Moi, je l'admets. Ça m'arrivait très rarement, mais ça m'arrivait il n'y a pas longtemps. Je me suis pris une claque. Ah ouais? Ouais. Alors, tu t'avais sous-évalué et là, tu t'es dit « waouh ». J'avais sous-évalué, finalement, une journée offre au prix. Ouais. Et là... Mais ça m'arrive, attention, ça m'arrive, on va dire, ça m'est arrivé une fois, là, peut-être en 5 ans. Et là, tu te dis que les vendeurs, souvent, ils peuvent aussi... parce que souvent, dès que tu as une offre aussi qui arrive trop vite, t'as pas des vendeurs qui doivent se dire... si. Et là, ils se disent « Ah non, il y a un problème, c'est pas possible ». Et juste pour ça, tu te dis, c'est comme présenter le bien parfait à la première visite. Finalement, les gens vont se dire « Non, c'est pas possible, il faut que j'en fasse d'autres des visites ». Ça t'arrive souvent, ça? Du coup, de toute façon, l'offre, après, elle est là. Et c'est... Souvent, ça m'est arrivé quelques fois, et là, c'est l'art de la négociation, et c'est ce que je préfère dans mon métier. C'est que selon le profil que j'ai en face de moi, eh bien, j'ai un discours pour lui faire entendre raison. Des fois, la technique, ça va être au point de dire, écoutez, on dénonce le mandat, on ne travaille plus ensemble. On se donne rendez-vous dans 5 ans. Quand j'ai tout essayé et où la personne réalise que
Ah, mais en fait, elle n'a plus rien à perdre parce que moi, je gagne ma vie en vendant et elle va m'écouter. Donc là, ça va être tout l'art de la négociation et de faire entendre raison au vendeur. Mais oui, quand on amène tout de suite une offre au prix, il y a un peu cet aspect de « Ah, peut-être que je ne l'ai pas vendu assez cher. » C'est sûr, ouais, comme les visites, c'est normal. Tu fais une première visite, tu te dis c'est pas possible. Je peux pas avoir la pépite sur la première visite, c'est pas normal. Et ça touche à sa fin, mais j'aimerais bien que tu donnes peut-être un dernier conseil par rapport à ce que tu as pu vivre aussi, ce soit pour deux typologies de personnes. Ça peut être du coup un conseil pour des acquéreurs qui recherchent leur appart et un conseil pour les agents qui ont besoin de trouver des mandats, qui ont besoin de vendre aussi, etc. Pour ces deux types de personnes, acquéreurs, agents, ce serait quoi les conseils que tu pourrais leur donner? Alors, pour les acheteurs, déjà, quand vous revoyez des annonces sur Internet, si l'annonce est là depuis un moment, ne vous inquiétez pas, allez-y. Et oui, peut-être qu'il faudra négocier le prix. Si le DPE n'est pas bon, c'est pas grave. Des fois, ça coûte 3 francs 6 sous de faire des travaux pour améliorer le DPE. Allez-y. Voilà, c'est vraiment le conseil. Parce que souvent, les acheteurs, ils vont se retenir. Le DPE pas bon. Oh, l'annonce, elle est en ligne depuis 2 mois. Bah non, au contraire, c'est le moment de négocier le prix. Donc, foncez. Pour les vendeurs, le conseil que je vais leur donner, c'est vraiment écouter les conseils des professionnels de l'immobilier. S'ils vous disent qu'il faut le vendre à ce prix-là, c'est qu'il faut le vendre à ce prix-là. Moi, j'en ai eu trop qui ont pleuré après 1 an, 2 ans plus tard parce qu'en fait, ils le vendaient beaucoup moins cher parce qu'ils n'avaient pas écouté mes conseils. Donc, si c'est un professionnel de l'immobilier qui vous a été conseillé, vous êtes censé faire confiance, vous avez un bon feeling, ne cherchez pas à être un professionnel de l'immobilier que vous n'êtes pas. Faites-lui confiance. Ok. Et les agents immobiliers qui débutent, ou les agents immobiliers tout court à Paris, c'est un conseil à donner à des agents qui veulent augmenter leur clientèle ou... On répète sur conseil numéro 1, rester soi-même. Conseil numéro 2, communiquer. Donc, ça peut être parler avec des inconnus dans la rue, à travers les réseaux sociaux, communiquer à fond. Conseil numéro 3, se former tout le temps, se remettre en question parce que c'est un métier où les réglementations changent tout le temps et il ne faut pas avoir peur de se remettre en question et de se former. Magnifique. Je te souhaite plein de belles choses et j'espère qu'on se reverra quand tu auras un petit peu avancé sur tes projets annexes et avec grand plaisir pour te réinviter. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Charlotte, en tout cas. Et merci, Gilles. Voilà, d'être venue et j'espère que ça a apporté beaucoup de choses aux gens qui nous écoutent, en tout cas. Et on se retrouve pour un prochain épisode la prochaine fois et je te dis à bientôt. À bientôt.